Alors bonjour, moi c'est Sarah de Baptiste. Je suis au départ scénographe. Je travaille pour différentes compagnies de théâtre et ici avec ma grande amie Sophia Betts, nous avons créé au départ la compagnie Dérivation en 2007 quand on est sorti de nos écoles respectives. Et voilà, on a créé plusieurs spectacles et la compagnie s'est surtout épanouie dans le jeune public. On a créé La Princesse au petit pois, l'Odyssée, Le Petit Chaperon Rouge. Là, on vient de terminer une création de Roméo et Juliette. Et on se lance donc ici dans une nouvelle épopée où on va travailler sur la science-fiction. Donc là, on a décidé en fait de faire un triptyque sur la science-fiction. Donc on a sélectionné plusieurs histoires et on voulait en fait travailler sur plusieurs âges. Donc en fonction de l'âge, on a choisi une histoire. Donc ici, on va parler de Jean de la Lune, qui est pour les tout petits. Pour l'instant, on se dit que ça sera pour les 3, 4, 5 ans. On est dans la tape. Mais on verra. La création est en cours. Avec le corona, on a été un petit peu freiné dans la création. Donc voilà, on n'en est pas là où on voulait en être, mais à d'autres niveaux, on a bien avancé. Donc ce texte, ce livre en fait de Jean de la Lune, moi je ne le connaissais pas jusqu'à 2, 3 mois où j'ai en fait cherché à faire découvrir à ma fille de 6 ans une histoire. Et je suis tombée sur Jean de la Lune, qu'on a, qu'on a adoré, en fait, toutes les deux. Et quand on a commencé à faire les dossiers pour les propositions de projets pour la compagnie, tout naturellement, j'ai proposé Jean de la Lune, parce que dans l'idée de la science-fiction qu'on s'était mis dans l'idée de faire pour la compagnie, on, on trouvait que c'était chouette de pouvoir parler d'un être étranger, étrange, inconnu, qui débarquait sur la planète et la planète des humains et qui en fait allait nous découvrir nous. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, c'est bien de parler de ça et c'est encore mieux d'en parler avec les enfants parce ils ont une espèce de découverte complètement particulière en fait que je trouve super intéressante. Et donc de là on a dit ok, on se lance pour Jean de la Lune. On avait voulu aussi monter E.T., mais qu'on trouvait un petit peu trop typé. Mais voilà, c'était pour l'être étrange qui est ce Jean. Et donc on a commencé à cheminer dans cette histoire. Et très vite, on a voulu en fait se la réapproprier parce que donc voilà, dans notre compagnie, c'est aussi quelque chose qu'on fait, c'est-à-dire qu'on utilise des classiques et on les réadapte. Et on les réadapte à quelque chose qui va nous parler plus d'aujourd'hui, de nous ou de ce qui nous semble important de mettre en avant. Et surtout, on va aussi essayer de choisir des fins positives. On n'a pas envie en fait de porter un message fermé ou négatif ou voilà. On essaye vraiment toujours d'être dans quelque chose d'ouvert où le personnage central ici va en fait avoir une quête personnelle. En fait, on se rend compte au fur et à mesure des spectacles qu'on est toujours un peu dans la même idée, c'est que ce personnage a une quête et qu'il va prendre le pouvoir et il va en fait être porteur de ses propres décisions malgré le stéréotype, malgré la bonne, ce qu'il aurait dû faire et voilà. Donc ce genre qu'on a décidé de s'approprier et de prendre énormément de liberté par rapport à ce personnage. On a d'abord imaginé en fait qu'il était. Donc on a décidé en fait de réécrire toute l'écriture, donc s'inspirer de la nouvelle de Ungerer, mais de la réécrire. Donc on s'est posé la question, et tiens, si ce Jean de la Lune était un migrant, comment est-ce qu'en fait on réagirait, nous, en tant qu'humains, et comment est-ce que lui découvrirait les choses. C'est évidemment des pistes qu'on a évoquées dans l'idée de l'écriture. Au final, c'est pas du tout l'histoire d'un migrant qui va rester. C'était pour se donner un fil et,
et aussi de parler d'aujourd'hui, de choses qui, en tout cas, Sophia et moi, qui nous animent énormément, c'est de, voilà, comment ça se passe l'accueil. Voilà, il y a des choses à dire sur tout ça, évidemment. De là, en fait, on a commencé à écrire. Elle a plutôt commencé à écrire sur le point de vue des narrateurs qui vont découvrir ce genre. Et moi, j'ai travaillé sur l'écriture plus de Jean et les sensations qu'il avait en partant et en arrivant. Enfin, et donc, voilà, lui, son sentiment personnel. Et on a mixé comme ça les écritures pour faire avancer le récit et chercher de quoi on voulait parler et quelle forme ça pouvait prendre. De fil en aiguille, on a avancé dans l'idée que l'idée d'avoir un dictateur était pas mal parce que ça cadrait pas mal le fait d'avoir des obligations une fois qu'il rentre, une fois qu'il atterrit sur la Terre. Et donc, on a décidé d'appeler le dictateur le chef de tout pour avoir une idée globale de quelqu'un qui ne laisse pas de place aux autres et qui décide pour tout le monde. En fait, plus on a avancé dans l'écriture, plus on s'est rendu compte qu'on faisait de la politique sans le vouloir, en fait. Et ça nous a porté pendant l'écriture de se dire, tiens, comment raconter la politique à des enfants avec des images, avec ce genre. Enfin, voilà, il y a eu un grand enthousiasme autour de l'écriture qu'on savait qu'il allait être complètement remixé sur le plateau et qui était juste de la nourriture pour nous de voilà, de se nourrir de toutes nos réflexions et de toutes nos envies et de tous nos emballements. Et donc, dans cette idée-là, en fait, j'ai été un peu chercher des livres pour m'inspirer à la bibliothèque, dans une super bibliothèque à Liège. Si un jour vous passez par là, rue Maguin, qui est une librairie magnifique. Et donc, j'ai sélectionné plusieurs livres que je vais vous montrer. Donc, il y a un livre sur lequel j'ai vraiment flashé, mais ça, c'est pour... déjà pour l'histoire, c'est un livre sans parole qui parle comme le titre l'explique, sur les migrants. Donc voilà, il y a plein. Je ne vais pas vous lire le livre, enfin vous faire les détails, mais vous pouvez le regarder. En fait, il m'a beaucoup parlé parce que Ungerer travaille en fait dans les noirs et les couleurs, et ici finalement elle retravaille, elle a un peu ce même principe de base d'avoir un fond noir et toutes les pages ne sont pas, mais d'avoir un fond noir et un travail extrêmement coloré, quoi. Donc ça m'a bien inspiré, et pour le thème et pour le graphisme. Ensuite, j'ai découvert ce livre qui s'appelle donc Le destin de Fausto, qui est quelque chose d'assez intéressant dans le sens où ici nous avons un personnage qui décide d'être, on va dire, le chef de tout, et qui en fait va décider que tout lui appartient. Il va aller coller à chaque fois une petite gommette, et donc on le voit comme ça à chaque fois. Il y a cette couleur qui fait qu'on comprend que ça lui appartient. Donc, il met Fausto sur le mouton, voilà. Et donc, comme ça, il va agrandir son cheptel, on va dire, et et quand les gens évoquent à chaque fois, c'est la montagne, ce sont des éléments de la nature qu'il veut essayer de conquérir, et si la nature n'est pas d'accord, il s'énerve, quoi. Et il y avait quelque chose d'intéressant dans la colère enfantine d'un chef de tout qui peut nous rappeler certains politiques d'aujourd'hui. Et donc, voilà, il m'a bien inspiré parce que finalement, il va essayer de conquérir l'océan, et l'océan va lui dire mais tu ne me connais pas, pourquoi est-ce que tu veux m'avoir, tu ne m'aimes pas. Et puis, il va y avoir ces pages blanches comme ça, qui pour moi sont magnifiques, en fait, parce qu'elles racontent énormément dans le théâtre aussi, quand on raconte quelque chose et qu'on veut laisser un blanc, une respiration pour accepter un sentiment, faire avancer l'histoire au niveau du rythme. Voilà, ici, graphiquement, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait aussi. Et finalement, et alors par rapport à l'idée
d'un chef de tout, lui ici, il essayait d'obtenir des choses qu'il ne comprenait pas, qu'il ne connaissait pas, et finalement dans Jean de la Lune, c'est un peu ça aussi qui arrive, hein, c'est que le chef de tout veut l'emprisonner, et il ne se rend pas compte, voilà, il n'en fait pas bon usage de ce Jean de la Lune. Et finalement ici, il va se noyer, et tout le monde va reprendre sa vie, parce que finalement, en fait, la morale de cette histoire, c'est que car le destin de Fausto ne leur importait pas à la nature. Et ça, j'aime assez bien aussi l'idée qu'on n'est que de passage sur Terre et que les choses vont et viennent et que finalement tout ça continuera d'exister même sans nous. Et donc ce chef de tout qui veut absolument avoir, obtenir des choses, n'est pas pour moi quelqu'un de... Enfin, je trouve qu'en tout cas, on peut réfléchir là-dessus. Dans l'idée des migrants, il y a le petit poilu, Chandelle sur Trouille, que ma fille a colorié, voilà. Que je trouvais aussi intéressant, là plus quand je me demandais, mais tiens, finalement, comment est-ce qu'on pourrait, parce qu'évidemment, de faire de ce genre de la Lune un migrant amène plein d'ouvertures, mais aussi plein de problèmes, de comment faire comprendre, comment ne pas être stéréotypé, comment ne pas être trop explicite et enfin, voilà, comment faire avancer le récit dans quelque chose d'ouvert et généreux. Et je trouvais que ce petit poilu, Chandelle sur Trouille, racontait bien, il y a cette terrible image de eux entre deux eaux, comme ça, qui était vraiment représentatif aussi de ce Jean de la Lune qui, lui, va choper sa comète et pour arriver sur la Lune avec tous ses espoirs et ses croyances et qui va voilà, être confronté à l'humanité avec tout ce qu'elle a de plus beau et de laid aussi. Voilà. Dans la même vague d'idées, il y avait Palmyre, qui lui est un petit animal qui va voyager avec sa valise vide. Et cette valise, et ici ça m'intéressait dans l'idée de cet objet, donc il l'utilise à plusieurs, voilà, ça lui fait un parapluie, ça lui fait une luge, parfois c'est l'objet qui l'empêche de monter, parfois enfin, voilà, il l'utilise à plein de niveaux et à la fin, il arrive finalement à dépasser ses peurs, à dépasser des choses qu'il n'aurait pas dépassées. Et puis à la fin, il va simplement mettre deux petites cordes à cette valise et ça va devenir son cartable. Et dans la compagnie, on travaille beaucoup sur les accessoires qui se transforment, qui deviennent autre chose. Et voilà, et ça pour moi, c'est quelque chose qui peut m'inspirer en tant que scénographe, de me dire, tiens, comment un objet peut devenir autre chose et il est en même temps porteur de sens parce que c'est pour lui comme un bouclier et ça l'a aidé sur tout son chemin. Et ça devient son endroit de savoir, voilà, ça devient son cartable. Et de ce cartable, il va commencer à raconter les histoires et finalement, les enfants ici, enfin les enfants, les petits animaux ne vont pas être intéressés, il va se sentir triste et finalement il y a un ami qui va venir partager son chocolat. Et donc là, on arrive sur le professeur Éclat, qui finalement est une rencontre pour Jean de la Lune, et qui va le porter, l'aider, et qui est finalement la rencontre et l'amitié. Et ça, c'est quelque chose dont on avait envie de parler. En fait, on parle à peu près dans tous nos spectacles à un moment donné d'une grande amitié. Voilà. Il y avait aussi Le Dictateur. Là, c'est beaucoup plus frontal, hein, on sait de quoi on parle. Et ici, c'était vraiment tout ce qui était au niveau du graphisme. J'ai trouvé ça très intéressant parce que, en fait, finalement, Jean de la Lune, c'est un rond. Et la dictature, on attribue ça à beaucoup de choses très carrées, rectilignes, droites. Et ici, en fait, ils font carrément un parallèle entre le fait que le dictateur, il était obsédé par des carrés et donc bon, on raconte toute son histoire, mais en gros, il déteste tous les gens qui font des triangles, qui font des rectangles, et il se met en colère, il casse tout, et voilà. Et donc, en fait, ici, par exemple, au niveau graphique, c'est hyper intéressant, et pour moi, sur la scène, ça peut vraiment faire un lien, dans le sens où je me dis, mais tiens, comment représenter le rond, représenter le rond qu'on associe plus à la douceur,
et les lignes, les triangles, qui sont plus, voilà, des choses beaucoup plus, peut-être plus agressives. Et, et ben, comment, en fait, sur scène, je vais pouvoir travailler ça. Donc, moi, tout de suite, je fais un lien avec la lumière, avec des lignes LED, avec, voilà, c'est très inspirant pour moi. Et surtout, ici, on a l'idée d'un chef de tout qui est représenté. Et voilà, par exemple, ça, en équipe, quand on a travaillé sur le plateau, ce genre de choses, ça nous intéresse parce qu'on peut tout à fait avoir un comédien qui est ici et son ombre est projetée. Et en fait, on met une fausse ombre et c'est voilà, ce qu'il voudrait qu'on voit de lui et ce qu'il est en fait. Et voilà, c'est un livre qui nous a aussi beaucoup inspiré. Je trouve en plus raconter la dictature à des enfants, bah, c'est quand même pas piquer des verres. Et ici, on arrive à quelque chose de, en plus historiquement, bon, voilà, vous le découvrirez. Euh, voilà, je trouve que c'est très fin, très juste. Et puis, bah, évidemment, hein, celui-là, un grand classique que les enfants adorent aussi. Et ben moi, c'était spécialement pour cette image-ci, en fait, la vision qu'ont les humains de la Lune. Finalement, elle est véhiculée par énormément d'images. Mais dans les grandes images, il y a, pour moi, il y a ce genre de, enfin, voilà, c'est la fusée de Tintin, le fait de regarder par la lunette, ce genre d'image-ci. En tout cas, moi, dans mon inconscient collectif, la Lune, c'est ça. Voilà. Après avoir retourné dans tous les sens l'écriture, avoir cherché sur le sens qu'était ce Jean de la Lune, il y avait aussi toutes les questions de comment représenter Jean de la Lune. Est-ce que c'est une marionnette? Est-ce que c'est une lumière? Est-ce que c'est un personnage réel? Est-ce que c'est du théâtre d'objets? On s'est vraiment permis de réfléchir à tout ce qui était possible et on a fait des tests en fait sur le plateau avec les comédiens parce que évidemment ce sont aussi des choses qui sont en fonction des équipes. Hein. Parfois ça match, parfois ça matche pas sur un objet, sur un accessoire, sur un costume. Quelqu'un va le porter très bien, l'autre pas. On ne sait pas pourquoi. Enfin, voilà, il y a une question de feeling et c'est toujours la question de rester ouvert en fait par rapport à ça et de pouvoir prendre les choses au bon quand elles arrivent. Et donc ici, quand on a travaillé avec nos deux comédiens, donc Pierre Gervais et Maya Lombard, qui vont être sur scène, on a essayé plusieurs choses et Sophia qui fait une direction d'acteur très précise et qui va chercher, qui est quelqu'un de très ouvert sur le plateau et qui va vraiment essayer de rebondir aussi par rapport aux propositions des comédiens. On a commencé avec des représentations plutôt marionnettes, objets. Et finalement, ce qui a survécu à ça, c'était simplement un tout petit bout de watine avec une petite lampe de poche qui respirait, qui faisait, enfin, pas qui respirait, mais la lumière qui grossissait et qui diminuait. Et on s'est dit, tiens, en fait, le fait que l'être humain porte cette petite chose dans ses mains et la voit comme étant quelque chose de tout petit, tout mignon, et en même temps avec une lumière qui peut être tellement puissante, tout d'un coup, on s'est dit, tiens, voilà notre Jean de la Lune, quoi. Il n'est pas une personne, il est cette petite chose étrange dont on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas où le mettre, rien n'est ici adapté pour lui. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et en fait, ça a ouvert pas mal à nouveau notre imaginaire. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était assez facile de travailler sur le plateau. Enfin, facile. En tout cas, on s'est dit qu'on pouvait y arriver. C'était que de cette petite lumière qui était ici, très vite, la comédienne, Maya, pouvait tout à fait relever son regard et être Jean de la Lune. Et donc, du coup, on avait quelque chose de personnifié. Et donc, on n'avait pas besoin de commencer à le concrétiser. Et ce qui est assez magique, c'est que du coup, je crois que j'ai l'espoir, en tout cas, que chaque enfant pourra s'inventer son Jean de la Lune. Et finalement, c'est bien plus intéressant que tous les gens de la Lune que j'ai pu faire en terre, en marionnette. J'ai modelé des choses très brouillons, hein, vraiment pour essayer. Et, euh, et c'est ça qui a survécu. Et en fait, je trouve ça très juste. Voilà. Après, on est en plein dans la création, donc on verra ce qui reste de ça et qu'est-ce qui finalement
va devenir. Peut-être qu'on va faire un virage à 180 degrés, mais je ne crois pas. Je crois qu'on a trouvé notre Jean. Il y a eu plein de questions qui se sont posées sur comment, si Jean tombe de la Lune, est-ce que c'est lui qui choisit d'y aller ou est-ce qu'il tombe malgré lui? Est-ce qu'il tombe parce qu'il est attaqué ou est-ce qu'il tombe parce qu'il voit ailleurs et qu'il a envie d'y aller? Et en fait, toutes ces questions nous ont amené à finalement une réflexion, c'est que si on décidait que Jean, dans notre vision, était un migrant, on allait s'enfermer dans un stéréotype du migrant dans lequel on n'avait pas du tout envie d'entrer, parce qu'en fait, ça soulève un tas de questions, quoi. Oui, mais s'il est obligé, c'est pas pareil. Là, c'est lui qui a voulu que. Et donc, on rentre dans tout ce discours politique dans lequel on est et qui, pour moi, ne sont pas les bonnes questions. Et donc, du coup, en travaillant sur le plateau, on s'est rendu compte que Sophia tenait absolument à ce qu'il y ait une grande fête et que les citoyens se rassemblent et puissent faire une fête comme au départ dans le livre de Jean de la Lune. Mais ici, ils font une grande fête. Ce qu'on a trouvé finalement qui nous a beaucoup aidé, c'est Jean de la Lune tombe malgré lui de sa lune à force de regarder, de regarder, de regarder les terriens. Il est tellement curieux, il se penche et il tombe. Et en tombant, il va attraper une comète qui est personnifiée chez nous et cette comète va lui dire où est-ce que tu veux aller. Et ça, c'est Pierre qui fait une magnifique comète qui lui dit où est-ce que tu veux aller à gauche, à droite. Et donc ça aussi, c'est une nouvelle chose qu'on est en train de travailler, c'est la personnification des éléments naturels tels que, en fait, voilà, ici, la comète, la planète, on est en train de chercher, mais en tout cas, cette comète qui devenait ce personnage et qui était la personne qui dirige et qui emmène Jean sur la Terre. Et donc, quand Jean arrive sur la Terre, tout de suite, il se fait emprisonner. Et en fait, ce sont les deux gardiens de prison qui vont se rendre compte quand même que le chef de tout, il exagère un peu. Il a mis Jean de la Lune en prison, mais il est quand même pas si terrible que ça, ce Jean de la Lune. Il n'a pas l'air si méchant. Et pourquoi? Et donc, en fait, au détour d'une petite discussion entre deux gardiens de prison, il va commencer à y avoir une réflexion toute petite sur, tiens, quand même, c'est un petit peu exagéré ce qu'il fait. Pourquoi il fait ça? Et finalement, de cette réflexion, quand le chef de tout arrive pour poser des questions à Jean de la Lune qui ne répond pas, évidemment, parce qu'il ne comprend pas, il n'entend pas, enfin, c'est une toute petite boule, toute naïve, voilà, qui est là, qui existe pour ce qu'elle est, et donc elle n'est pas adaptée au monde humain. Et bien finalement, ce chef de tout va faire un peu comme dans le Chaperon rouge, il va décider de prendre un couteau et de le couper en deux pour récupérer son pouvoir à l'intérieur, parce que on a quand même beaucoup d'ennuis depuis qu'il est là, parce que la nuit est tout le temps là, il n'y a plus de jour. Voilà, là, on est encore en train de chercher sur les implications qu'aurait Jean de la Lune à atterrir, etc. Et finalement, quand les deux gardiens vont apprendre que le chef de tout veut couper Jean de la Lune en deux, ils vont en fait se rendre compte que c'est pas possible, ils peuvent pas laisser faire ça. Et donc ils vont en fait, et c'est là où moi je trouve que je trouve qu'on a trouvé quelque chose sur lequel je trouve c'est très intéressant d'en parler, c'est sur la désobéissance citoyenne. C'est sur le fait qu'à un moment donné, ces deux gardiens se retrouvent dans une situation où ils doivent prendre le couteau et couper dans Jean. Et donc, si c'était un conte, voilà, dans les livres, en fait, il y a beaucoup de choses comme ça, très crues qui arrivent, et c'est très imagé, et ça place les personnages face à un choix, comme ça, paf, d'un coup, et ça, c'est assez intéressant. Et donc, du coup, ils vont décider, en fait, de le sortir de la cage et de l'envoyer dans la forêt, là où le chef de tout n'ira pas, parce que la forêt, c'est la nature, c'est l'immaîtrisable, c'est ce qu'on ne sait pas, c'est là où on ne sait pas. Et donc, et finalement, en fait, le fait qu'ils décident de le sortir de sa prison, ils vont aussi, du coup, pour ne pas le faire remarquer, ne pas se faire repérer, ils vont créer des balles dans chaque quartier et ils vont faire une grande chaîne humaine et ils vont tous se déguiser pour faire passer Jean de la Lune sans que personne ne se rende compte. Et en fait,
c'est une fête qui va être contagieuse. Et donc, en déplaçant Jean de la Lune, les gens vont tout d'un coup se rendre compte qu'ils peuvent agir ensemble. Et en fait, quand on réfléchissait au fait de on était hyper enthousiaste à l'idée de faire de la politique avec les enfants et tout ça, ben, finalement, cette idée de parler de cette désobéissance citoyenne, et ça nous a semblé quelque chose de vraiment magnifique en fait à mettre sur le devant de la scène avec des enfants. Et donc il va y avoir toute cette parade et il va découvrir la forêt, et dans la forêt il va évidemment rencontrer Éclat, avec qui il va avoir une grande amitié. Éclat qui est un homme en fait qui est en marge de la société, qui est l'original de service, qui est la chose inutile, et qui en fait a arrêté de montrer ses inventions et a arrêté de, de partager ce qu'il crée, parce que il est dans un monde où on n'entend pas ça, et que donc voilà, lui ne s'y sent plus à sa place, et donc il vit dans sa forêt, et en fait il se fait qu'il crée une fusée depuis des années parce qu'il a une passion pour la Lune, il a une passion pour l'espace. Et donc, quand il découvre ce petit Jean et qu'il comprend que Jean est un lunien, et donc il lui dit, mais c'est incroyable, tu sais que je suis en train de construire une fusée, j'aimerais un jour venir vous visiter, je suis tellement curieux de votre civilisation. Et puis, en fait, ce petit Jean va le remettre en question sur sa curiosité. Et puis, en fait, à un moment donné, Jean, comme il n'a pas arrêté d'être luminescent, va s'épuiser, et Éclat va comprendre qu'il faut absolument que Jean retourne sur sa lune pour pouvoir continuer à vivre, parce qu'il n'est pas, il ne va pas pouvoir en fait briller en permanence ici. Et il faut qu'il lui aussi puisse faire le noir, le jour, voilà, au niveau pour faire un rapprochement par rapport à la lune. Et donc, il va l'envoyer sur sa commune. Il va réenvoyer Jean de la Lune sur la fusée en lui donnant du chocolat chaud, des choses, et plein de bonnes, voilà, plein de découvertes, de discussions et de bonnes choses. Et voilà, Jean va repartir sur la Lune, et ça va être le début de la communication avec les terriens. Et ça va être le début de finalement les terriens qui, eux, ne vont jamais oublier Jean. Jean ne va jamais les oublier, et finalement ils se sont vus, ils se sont regardés, ils se sont reconnus pendant la fête, et donc à partir de là les terriens vont apprendre de plus en plus à réfléchir par eux-mêmes, et ils ne vont pas hésiter à pouvoir s'amuser et à faire des choses même si le chef de tout les interdit. Voilà, évidemment tout ça je vous le raconte avec le côté dramaturgique très appuyé sur le plateau. C'est beaucoup plus jouant, c'est fait par des comédiens qui sont quand même un peu plus meilleurs que moi pour raconter ça, quoi. Et donc, voilà où on en est dans la création. Donc là, on est en train de travailler, on est au B à bas, on commence à avoir un début d'histoire qui tient la route. Et puis maintenant, on va vraiment travailler les jeux des comédiens. Moi, je vais m'atteler au costume, à la mise en scène, à la scénographie. Et Sophia va s'atteler encore plus à la mise en scène. Le texte, on a une énorme trame. Voilà, elle va encore beaucoup bouger. La suite des aventures, ben, on vous les partagera. Vous pourrez venir nous voir quand on pourra rejouer. On ne sait pas quand. Donc, est-ce que le spectacle a besoin d'une résidence pour pouvoir se faire? Oui, oui, oui. En fait, c'est un métier qui a certes ses parties théoriques, donc de travailler derrière un ordinateur, échanger dans différentes réunions, mais il y a évidemment toute une partie pratique où finalement le duo des comédiens, les rencontres et les fusions qu'il va avoir sur un plateau peut tout à fait donner une direction à un moment donné. Après, on ne part pas dans tous les sens. On a quand même des canevas, on sait vers quoi on veut aller, mais oui, sans résidence, on peut pas avancer, on peut pas travailler, c'est pas possible. C'est notre médium en fait. C'est comme ça qu'on avance. Oui, 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 oui.
en parallèle, je vais donner quelques pistes d'ateliers pour un atelier sur le chapeau. En fait, le lien du chapeau avec ce spectacle-ci, c'est la personnification des éléments via des accessoires. Et il se fait que pour Jean de la Lune, nous avons, j'en ai parlé tout à l'heure, l'idée de la comète qui devient un personnage. Et donc cette comète est un personnage. Et je l'ai en fait personnifié. Il a un casque sur la tête qui est travaillé avec plein de pierres, de paillettes et de brillances, et qui devient en fait un élément de comète qui va pouvoir traverser l'espace que Jean de la Lune va choper pour aller. Et donc, moi, ce que je propose, en fait, c'est un atelier qui réfléchit sur l'idée du voyage, de qu'est-ce qu'on voit, de comment on le voit et qu'est-ce qu'on retient en fait du voyage, de là où on part, de là où on va. Il y a l'idée théorique, donc très pratique, pratico-pratique. Je viens d'un point A et je vais à un point B. Et il y a l'idée psychologique, c'est-à-dire tout l'espoir qu'on met dans un voyage, tout ce qu'on laisse et tout ce qu'on espère. Et le lien avec le chapeau, c'est ça, c'est que finalement, en fait, ici, on pourrait peut-être parler que ce chapeau, c'est l'élongation de la pensée. Et donc, c'est d'essayer de faire un mix entre l'idée d'un voyage concret. Donc, par exemple, moi, ici, j'ai pris la comète que j'ai rendue concrète et l'idée d'un espoir. Qu'est-ce que Jean de la Lune espère, en fait, en traversant cet espace pour atterrir? Et donc de mixer ça sur un chapeau, voilà. Et donc de raconter une mini-histoire sur ce chapeau qui peut être l'élongation des pensées de Jean, voilà. Dans l'idée de porter quelque chose sur sa tête, finalement, c'est l'idée de personnifier quelque chose aussi. Et moi, en tant que costumière, accessoiriste, scénographe, finalement, de travailler sur des éléments que les comédiens portent sur la tête, ici, ça m'emballe vraiment dans le sens où, comme on a 2 comédiens qui vont faire tous les personnages, je dois être dans des changements rapides, je dois être efficace, et il faut que ce soit drôle. Et puis, en plus, on a envie de faire un truc un peu pété. Et donc, du coup, de s'amuser de tout ça. Et c'est vrai que c'est très drôle. En fait, le moment où on a découvert qu'on pouvait faire de cette comète un personnage, c'était chouette, quoi. Et en travaillant dans mon atelier sur ce chapeau que je vous montrerai dans l'autre conférence sur l'atelier, oui, en fait, il y a vraiment moyen de mixer des choses. Enfin, ça ouvre plein de choses, en fait, voilà, dont je vous parlerai dans l'autre partie.